Bonjour et bienvenue à tous pour cette webcast consacrée aux instruments financiers dans le contexte de Covid-19. Je suis Olivier Scherer, associé PwC, responsable de la fonction technique FRS. Déjà, je souhaite m'assurer que vous êtes tous en bonne forme ainsi que vos proches. On est heureux de pouvoir continuer à partager avec vous des informations utiles en matière d'actualité comptable dans le contexte d'aujourd'hui les éléments et les informations, les évolutions ont été nombreuses au cours des dernières semaines. Les réflexions sur les sujets et les problématiques comptables qui se posent dans le contexte de Covid-19 ont été assez intenses et donc il nous a semblé important de partager avec vous nos éléments de recommandations qui pourraient vous être utiles dans le contexte de la clôture au 30 juin à venir. Alors déjà, quelques peut-être éléments d'ordre technologique avant de démarrer pour faciliter cette conférence. Déjà, premièrement, assurez-vous que vous êtes bien en mute pendant toute la présentation. Vous avez un petit bouton en bas de votre écran au milieu qui vous le permet. Ensuite, pour faciliter, vous avez plusieurs façons de paramétrer votre écran. Et pour cela, vous avez un petit bouton en principe qui s'affiche. Alors, selon les ordinateurs ou les écrans, ça peut être en bas à droite ou en haut à droite, avec 3 petits points, et sur lequel vous pouvez changer le paramétrage de votre écran. Voilà, et donc pour vous permettre de voir les slides comme il convient. Tout au long, vous avez également une petite fonction qui en principe s'affiche en haut à droite de votre écran, une chatbox dans laquelle vous pouvez y mettre toutes les questions que vous souhaitez que l'on aborde pendant ce WebEx. On prendra connaissance de vos questions et on aura un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Mais pensez à poser vos questions au fil de l'eau. Ça facilitera leur traitement à la fin. Voilà pour la partie technologique et organisation. Alors, donc cette WebEx est la deuxième d'une série de 3. La première était hier sur le sujet des dépréciations des actifs non financiers. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont suivi. Et sera suivi d'une troisième qui était initialement prévue demain, mais qu'on a reportée à mardi pour être le plus à jour possible des publications que l'on pourra recevoir d'ici à mardi sur d'un certain nombre d'institutions avec non seulement des publications un petit peu décalées, mais surtout qui nous permettra d'intégrer les positions les plus stabilisées possibles. Voilà, donc on vous invite si ça n'est pas déjà fait, également à vous inscrire à ce WebEx qui se tient donc mardi et non pas vendredi comme initialement prévu. Voilà, alors pour ce WebEx donc consacré aux incidences de la crise sur les instruments financiers, je vais laisser la parole à Cyril Canoni, qui est associé chez PwC et responsable du pôle instruments financiers de notre département technique. Il sera accompagné de Christelle Lecouturier, qui est associée au sein de notre département Corporate Treasury, et d'Émilie Blanc, qui est directrice et spécialiste en instruments financiers au sein de notre département technique. Cyril. Bonjour à tous. Je vous propose de passer au programme. Donc, 4 thèmes aujourd'hui. Le premier thème qui est clé et qui sera consacré aux enjeux comptables liés aux opérations de gestion de la liquidité. Le deuxième thème sera consacré aux problématiques de dépréciation du risque de crédit des créances commerciales sous IFRS 9. On fera un point sur en quoi cette crise peut impacter la comptabilité de couverture. Et enfin, on abordera les sujets évaluation à la juste valeur. Alors, passons donc aux problématiques liées à la gestion de la liquidité.
Donc cette crise, effectivement, peut générer des tensions sur la liquidité et la volatilité des actifs détenus. Dans ce contexte, cette crise peut remettre en cause les critères de classification des placements à court terme en tant qu'équivalent de trésorerie. Alors Christelle, peux-tu nous rappeler quels sont les critères à respecter pour qu'un placement puisse être classé en équivalent de trésorerie et en quoi ces critères ont pu être quelque peu mis à mal par la crise sanitaire? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais tout d'abord effectivement vous rappeler les 3 critères cumulatifs auxquels un classement doit répondre pour pouvoir être classé en équivalent de trésorerie. Donc, tout d'abord, il doit être à court terme, c'est-à-dire généralement sur une période inférieure à 3 mois. Il doit être très liquide et facilement convertible en un montant connu de trésorerie. Et il doit être soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Donc, comme tu l'as rappelé, Cyril, l'épidémie crée des tensions sur les marchés et augmente la volatilité ainsi que le risque de liquidité. Donc, dans ce contexte, si la contrepartie d'un placement à court terme connaît des problèmes financiers, il peut effectivement y avoir des doutes sur sa capacité à remplir les exigences de l'accord. Donc, si c'est le cas, l'investissement ne doit pas être classé comme un instrument de trésorerie car il existe un risque que l'instrument ne réponde plus à ces critères, c'est-à-dire ne soit plus facilement convertible ou que l'obligation de remboursement ne soit pas remplie. De plus, le critère facilement convertible implique que l'investissement soit convertible en espèces, en cash, sans délai de préavis excessif et sans encourir de pénalités importantes lors du retrait. Or, à nouveau, dans ce contexte de crise, ces critères peuvent ne plus être remplis. Eh bien, merci beaucoup, Christelle, pour ces précisions. Alors, passons toujours sur ce thème, sur la problématique des fonds monétaires. Une position commune de l'AMF et de l'ANC qui date de novembre 2018 présumait que ces fonds monétaires remplissent les critères d'un équivalent de trésorerie. Alors, on s'est effectivement interrogé de savoir si cette présomption avait pu être quelque part être mise à mal, chahutée pendant la crise. Christelle, est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure, effectivement, les OPCVM se sont comportés et s'il y a lieu de réfuter cette présomption d'éligibilité? Alors, tout d'abord, il est important de rappeler que les caractéristiques des fonds monétaires définis dans ce règlement ont pour objectif de rendre ces fonds résilients justement en cas de stress sur les marchés financiers. Donc, la crise ne devrait pas conduire à un déclassement systématique des fonds monétaires classés en cash équivalent. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Néanmoins, du fait des tensions observées sur les marchés financiers, les entreprises doivent mener des analyses au cas par cas afin de démontrer que les parts de fonds restent facilement convertibles en un montant connu de trésorerie dans un marché stressé et que le risque de changement de valeur reste négligeable malgré la volatilité accrue des marchés. Donc pour cela, il faudra réaliser des analyses qualitatives pour apprécier la liquidité des actifs du fonds. Donc ces analyses pourront s'appuyer notamment sur la capacité des actifs du fonds à être éligibles aux mesures de refinancement mises en place par la Banque centrale. Par ailleurs, on notera que lorsqu'une entreprise a un niveau d'emprise significative sur le fonds, elle doit tenir compte, bien sûr, de cet élément dans l'analyse. En complément, ces analyses qualitatives peuvent s'accompagner d'analyses quantitatives sur la base d'historiques récents couvrant la crise sanitaire, bien sûr. Donc, ces analyses quantitatives diffèrent selon la nature des fonds. Donc, pour les fonds monétaires à valeur liquidative constante, donc de leur petit nom CNAV, il conviendra de s'assurer que l'écart entre la valeur liquidative et la valeur de marché reste inférieure à un seuil, d'une part, et d'autre part, s'assurer de l'absence d'application effective de frais ou de fenêtres de liquidité. Pour les fonds à valeur liquidative variable, qui sont les placements les plus courants, il conviendra de s'assurer que la volatilité historique annualisée du fonds
reste inférieure à celle de l'indice de référence majoré, donc par exemple 0,5% en référence au seuil défini par l'AMF dans ses positions antérieures. Merci Christelle. Donc effectivement, en France, s'agissant de fonds monétaires à valeur liquidative variable, si je comprends bien, si le fonds s'est bien comporté et qu'il n'y a pas eu de volatilité importante, ce qui est quand même le cas de la très grande majorité des fonds, on ne devrait pas avoir de problème. Sinon, effectivement, il faut faire une analyse au cas par cas. Merci beaucoup en tout cas Christelle pour ces précisions. Alors passons toujours sur notre thème de la liquidité aux problématiques des opérations d'affacturage. Émilie, peux-tu nous dire en quoi la crise sanitaire peut conduire à avoir des impacts sur les critères de décomptabilisation des opérations d'affacturage? Bonjour à tous. Oui, Cyril, effectivement, pour que des créances soient décomptabilisées, le contrat d'affacturage doit donner lieu au transfert de la quasi-totalité des risques et avantages attachés à ces créances. Donc, au cas particulier des créances commerciales, le risque de crédit et le risque de paiement doivent être transférés pour que les créances soient décomptabilisées. Donc, outre le risque de dilution qui est conservé par le cédant dans la plupart des opérations, dans certaines opérations, le cédant peut également conserver le risque de non-paiement lié à un événement de type force majeure. C'est notamment le cas dans les contrats ou les polices d'assurance pour lesquels les opérations sont assises, sur lesquelles les opérations sont assises et qui contiennent des recours ou des exclusions de couverture par l'assureur liées à la survenance d'événements spécifiques relevant de cas de force majeure. Ce risque qui est conservé par le cédant a pu être jugé comme acceptable lorsqu'on a mené des analyses en décomptabilisation et on a considéré que la quasi-totalité des risques et avantages avait été transférée car le risque d'occurrence de ces risques de force majeure était considéré comme faible ou négligeable. En revanche, la survenance de la pandémie de Covid-19 que nous traversons actuellement remet en question l'estimation de ce risque d'occurrence, de ces événements spécifiques de force majeure, et pourrait conduire à modifier l'analyse des transferts de risques et avantages qui a été pratiquée. Ok, donc si je comprends bien, il va falloir identifier effectivement dans les contrats d'affacturage l'existence de telles clauses dites de force majeure et de regarder dans quelle mesure, avec vos avocats, dans quelle mesure ces clauses vont pouvoir résister à la crise sanitaire. Ça, j'ai bien compris. Alors, supposons qu'effectivement, malheureusement, on trouve de tels types de clauses et que les avocats nous confirment que malheureusement, la crise sanitaire, effectivement, permet bien de retransférer les pertes du côté du cédant. À ce moment-là, Émilie, peux-tu nous dire comment cela influe sur l'analyse de la décomptabilisation des créances? Oui, alors en préambule, l'existence de telles clauses aura des conséquences différentes selon que les créances cédées le sont avant ou après la survenance de la pandémie. Donc, si on s'intéresse aux créances qui ont été cédées avant, l'existence des recours ne remet pas en cause la décomptabilisation des créances déjà cédées. Car l'analyse de transfert en risque et avantage pour déterminer la décomptabilisation ou non des créances ne fait pas l'objet d'une réestimation ultérieure en cas de changement de circonstances. Donc celle-là, elle reste décomptabilisée. Cependant, le fait qu'il y ait un recours inclus dans le contrat donne lieu à la comptabilisation d'un passif qui, à notre avis, répond à la définition d'une garantie financière sur les créances cédées. Donc ce passif, il devra être comptabilisé initialement à sa juste valeur, puis au plus bas de cette juste valeur, corrigé des amortissements et de la provision IFRS 9, donc qui correspond aux pertes de crédit attendues sur les créances cédées. Et il faudra bien évidemment donner des informations relatives à ce passif dans les annexes, à la fois pour des raisons de liquidité, de risque de crédit et d'implication continue. Maintenant, si on s'intéresse aux créances qui sont cédées après la survenance de la pandémie, et tant qu'évidemment cette dernière pandémie est toujours active, on doit prendre en compte dans l'analyse de décomptabilisation, donc dans le transfert de la majorité des risques et avantages, ce recours
Et aujourd'hui, on ne pourra plus juger que l'occurrence de ces cas de force majeure est négligeable. Et du coup, ça aura pour conséquence le non-respect des critères de décomptabilisation. Donc, les créances qui sont cédées post-survenance de la pandémie ne pourront plus répondre aux critères de décomptabilisation. Les créances seront donc maintenues au bilan et dépréciées à hauteur des pertes de crédit attendues. Donc, finalement, ça aura comme incidence pour les entités à la fois une augmentation, enfin, un impact sur son endettement net et sur son BFR. Donc, il y aura deux conséquences sur maintien des créances au bilan, provisionnement et des impacts sur l'endettement et le BFR. Donc merci Émilie, c'est très clair et j'ai bien noté la distinction à opérer entre les créances nées avant la crise, des créances nées après la crise pour lesquelles effectivement en termes de présentation, les conséquences ne sont pas les mêmes. En revanche, en termes de provisionnement, les conséquences sont totalement les mêmes. Donc merci pour ces précisions. Alors, face à cette crise, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures destinées à aider les entreprises, dont notamment la possibilité de pouvoir bénéficier d'un prêt garanti par l'État. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les caractéristiques de ces prêts garantis par l'État et quelles conséquences comptables ces caractéristiques sont susceptibles de poser? Oui. Alors, effectivement, les entreprises peuvent avoir un recours à ces prêts qui s'adressent à toute entreprise. Seuls les SCI et bien évidemment les établissements de crédit n'y ont pas accès. Ces prêts pourront être souscrits jusqu'au 31 décembre 2020. Il peut représenter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou qui ont été créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année par les établissements et après un an, l'entreprise pourra choisir d'amortir le prêt sur une durée supplémentaire allant de 1 an à 5 ans maximum. Ce prêt, il va bénéficier d'une garantie de la part de l'État, comprise entre 70 et 90% en fonction de la taille de l'entreprise, la garantie étant bien entendu plus faible pour les entreprises de grande taille. Et la prime de la garantie que l'établissement prêteur va reverser à BPI France et qui devra être facturée à l'identique à l'emprunteur dépend uniquement à la fois de la taille de l'entreprise et de la durée du prêt. Donc, plus la durée du prêt est longue et plus la prime payée annuellement est importante. Mais cette prime ne dépend absolument pas du risque de crédit de l'emprunteur. Donc, vont évidemment se poser des questions sur la détermination du taux d'intérêt effectif en fonction de la durée de ce crédit et effectivement de l'existence ou pas d'une subvention compte tenu que la prime de la garantie ne dépend pas du risque de crédit de l'emprunteur. Ok, donc si je comprends bien, on a deux problématiques. On a un taux d'intérêt qui va augmenter en fonction de la durée de l'emprunt. Et bien évidemment, cet emprunt pourra aller de 1 à 6 ans. Donc, moi qui connais bien ce type de problématique, quand tu as un taux d'intérêt qui augmente avec les problématiques de taux d'intérêt effectif, là, il doit peut-être y avoir un petit sujet comptable. Donc, Émilie, peux-tu nous expliquer comment tenir compte dans le taux d'intérêt effectif de l'emprunt du fait que le taux, mécaniquement, il va augmenter avec sa durée? Oui, alors, effectivement, la première question qu'on doit se poser sur ces prêts, c'est qu'on vient de vous l'indiquer, l'emprunteur a la faculté de prolonger son prêt à l'issue de la première année sur une période allant de 1 à 5 ans. Donc, il faut déjà qu'on s'interroge sur la comptabilisation de cette option d'extension. Donc, cette option, elle peut soit être comptabilisée comme un dérivé en juste valeur par PNL, et dans ce cas-là, le prêt aura une maturité de 12 mois et son TIE sera calculé sur 12 mois. Ou bien, cette option d'extension, elle peut être considérée comme un engagement de financement, mais qui est hors du scope d'IFRS 9. Et dans ce cas, en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres, l'entreprise doit déterminer s'il est probable ou non qu'elle ait recours à cette extension. Si l'entité juge qu'il est peu probable qu'elle prolonge son prêt au-delà des 12 mois, elle devra comptabiliser un prêt d'une maturité de 12 mois
avec un engagement de financement reçu, et bien entendu, du coup, le TIE sera calibré sur ces 12 mois. Si finalement, au terme de ces 12 mois, contrairement à ce qu'elle avait anticipé, elle s'aperçoit, l'entité, qu'elle va devoir continuer et prolonger ce prêt. À notre avis, un choix de méthode comptable est possible, qui doit bien entendu être cohérent avec les pratiques de l'entité, qui permettent soit de considérer la prorogation comme une option d'extension du prêt existant, et dans ce cas-là, les nouveaux flux seront actualisés au TIE d'origine et il y aura une perte à comptabiliser en PNL. Ou au contraire, cette prorogation, elle est considérée comme un nouveau financement qui va donc entraîner la décomptabilisation du prêt initial et la comptabilisation d'un nouveau prêt dont le TIE sera calibré en fonction de la durée qui est choisie par l'entreprise. Parce que je vous précise juste, les entités ne peuvent choisir de prolonger qu'une fois le prêt à l'issue des 12 mois. Donc ça, c'est dans le cas où l'entité a jugé qu'il était peu probable qu'elle ait recours à cette option d'extension. Si au contraire, dès le début, l'entité juge qu'elle va utiliser cette option d'extension au bout de 12 mois, elle devra dès l'origine estimer la durée de vie de l'emprunt. Du coup, il y aura une sorte d'option de remboursement anticipé. Et dans ce cas, le TIE sera défini et calculé sur la meilleure estimation de la date de remboursement de l'emprunt. Là aussi, encore une fois, il se peut que l'entité se trompe dans la maturité estimée et qu'elle ne corresponde pas à sa maturité effective telle qu'elle l'a déterminée au bout des 12 mois. Donc, si la maturité effective est plus courte, l'entité décomptabilisera l'emprunt au moment du remboursement. Au contraire, comme on vient de le voir précédemment, c'est si la maturité effective est plus longue, les nouveaux flux seront actualisés au TIE d'origine et là encore, il y aura une incidence, une perte en PNL. Ok, merci Émilie, c'est très clair. Donc, partant du principe que généralement les entreprises n'aiment pas avoir de volatilité dans leurs comptes, si je comprends bien, s'il est peu probable qu'elles étendent la maturité du crédit au-delà d'une période de 12 mois, on a une solution pour éviter cette volatilité et que tu as présentée. Si en revanche, il est probable que l'entreprise ira au-delà de 12 mois, là, on n'a pas de solution. C'est comme ça que la norme marche. Et malheureusement, eh bien, effectivement, il faudra faire votre meilleure estimation de la durée de l'emprunt parce que tout écart entre cette estimation et la durée réelle se traduira par un effet catch-up. Et donc, un impact immédiat en résultat le jour où cette estimation change. Donc, merci en tout cas, Émilie, pour ces explications qui étaient très claires sur un sujet compliqué. Alors, je rappelle, hein, et on l'a précisé dans le slide, c'est pour l'instant une position PwC. Les discussions se poursuivent avec nos confrères. Il y a également cet après-midi une réunion offensive pour discuter de ce sujet, donc pour vous montrer à quel point ce sujet est d'actualité et pour lequel effectivement il y a diverses vues encore sur la place. Donc ça, c'était le premier sujet, Émilie. Le deuxième sujet, c'est effectivement une prime fixe, un emprunt qui est garanti par l'État dans des conditions fixées par un décret. Et est-ce que dans ces cas-là, on a, le cas échéant, une question de subvention? Je sais bien que pour beaucoup, c'est un gros mot, mais est-ce qu'on a une question de subvention à se poser? Oui, effectivement. Pour qu'il n'y ait pas de subvention, il faudrait que le prêt soit considéré comme accordé à des conditions de marché. Et pour que ce prêt soit accordé à des conditions de marché, il faut que ces deux composantes qui sont, parce que le PGE est à la fois composé d'un taux révisable qui correspond au taux de financement et d'une marge qui correspond au coût de la garantie, soient tous les deux au marché. On considère que si on s'intéresse à la partie coût de financement, dans la mesure où les banques sont libres de pratiquer les taux qu'elles souhaitent, que les taux pratiqués d'une banque à l'autre sont sensiblement identiques et que les emprunteurs ont bien évidemment la liberté de ne pas souscrire à ces financements, permet de considérer que la partie relative au coût de financement est octroyée à des conditions de marché. Maintenant, si on s'intéresse au coût de la garantie, il faut se demander si cette prime qui a été facturée par la banque correspond à celle qui aurait été facturée pour un emprunteur similaire dans des conditions normales. Si la réponse était oui,
la prime serait au marché et le prêt sera alors considéré comme étant au marché. Mais on vous l'a expliqué un peu plus tôt, cette prime qui est facturée au client, elle est définie par l'État et elle ne dépend pas du tout de son risque de crédit propre. Et du coup, tout laisse à penser que cette prime n'est pas facturée à condition de marché et que l'emprunteur bénéficie d'une subvention. Donc, si la juste valeur de cet emprunt est observable, il y aura une subvention qui sera amortie sur la durée de vie de l'emprunt. Si elle n'est pas observable, l'écart entre la juste valeur et le montant de trésorerie est étalé sur la durée de vie de l'emprunt. Ce qu'il faut en retenir, c'est que, in fine, il n'y a pas vraiment d'enjeu résultat parce que ce qu'on va comptabiliser en résultat, c'est toujours la charge financière qui reflètera le taux facturé par la banque. Ok, merci Émilie pour ces précisions. Donc, il peut y avoir une subvention. De toute manière, si je résume bien, quel que soit le traitement à la fin retenu, de toute manière, qu'il y ait une subvention ou pas, on retombera sur une charge qui correspondra au taux d'intérêt facturé. Donc, il y a éventuellement un enjeu disclosure que tu as rappelé. Alors, ça, c'était pour les nouveaux emprunts garantis par l'État. Mais effectivement, il y a d'autres solutions que cela. C'est de renégocier sa dette existante avec le banquier pour repousser un petit peu ses échéances et faire face au mur de liquidité compte tenu de la perte de revenus. Alors, Christelle, peux-tu nous rappeler un petit peu quel est le processus d'analyse de ces modifications de dette? Quels sont les effets comptables de ces renégociations de dette? Oui, alors effectivement, pour rappel, la renégociation d'une dette peut amener à 3 traitements comptables différents. Donc tout d'abord, on observera une extinction de dette s'il y a soit changement de contrepartie, soit une modification jugée substantielle du contrat de dette. À ce moment-là, l'entreprise va devoir comptabiliser en résultat donc l'écart entre la juste valeur de la nouvelle dette et la valeur comptable de l'ancienne dette. Donc on a un impact direct en compte de résultat. Si par contre la modification de dette est jugée comme non substantielle, elle n'amène pas dans ce cas à une extinction de dette, mais à une continuité de dette. Et on a alors 2 cas également distincts. Si cette modification ne s'analyse pas comme un mécanisme de révision du taux d'intérêt aux conditions de marché, alors l'entreprise va comptabiliser immédiatement en résultat un gain ou une charge qui reflète l'écart en fait entre à nouveau la valeur comptable de la dette initiale et la valeur des nouveaux flux de trésorerie suite à la modification actualisés au TE d'origine de la dette. Donc c'est ce qu'on appelle la catch-up méthode. Le troisième cas, c'est si, par contre, la renégociation s'analyse comme une remise du taux d'intérêt à condition de marché. À ce moment-là, il est préférable, à notre avis, de recalculer prospectivement le TE de la dette renégociée. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'impact immédiat en compte de résultat puisque l'effet est étalé via le TIE. Donc, juste pour rappel, l'analyse du caractère substantiel de la dette, donc il va pouvoir permettre d'identifier dans quel cas on se situe, va s'appuyer à la fois sur des critères qualitatifs, et également des critères quantitatifs qui sont notamment le test que l'on appelle le test des 10% qui doit vous parler, j'en suis sûre. Alors, merci Christelle pour ce rappel. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez poser des questions. Pour l'instant, je crois qu'on a 2 questions, mais n'hésitez pas dans le chat en haut à droite à poser vos questions. On y répondra à la fin. Donc, merci Christelle donc, pour ces précisions. Donc ça, c'était d'une manière générale les modifications de dette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément qu'en est-il des moratoires? Oui, alors effectivement, ces mesures mises en place consistent en un report des remboursements de crédit qui peuvent aller jusqu'à 6 mois et sans pénalité.
Donc, si ce report n'excède pas 6 mois, il est très probable que le test quantitatif soit inférieur à 10%. Donc, en l'absence de toute autre modification, ces moratoires s'analysent comme une modification non substantielle et sans mécanisme de révision du taux d'intérêt aux conditions de marché. Donc, on se retrouve dans la case de droite de l'arbre de décision qu'on a vu précédemment. Sur cette base, si les échéances reportées portent elles-mêmes des intérêts sur la base du taux d'intérêt effectif du contrat, alors le coût amorti de la dette ne change pas et il n'y a pas dans ce cas d'impact au compte de résultat. Si par contre les échéances reportées portent des intérêts sur la base d'un taux inférieur au taux d'intérêt effectif, à ce moment-là, le coût amorti de la dette va être réajusté, ce qui va générer un produit financier immédiat en compte de résultat. Oui, et si c'est supérieur, ce sera une charge financière. Merci Christelle pour ces précisions. Alors, toujours effectivement lié à cette crise, les covenants peuvent ne pas être renégociés, peuvent ne pas être respectés. Qu'en est-il d'une opération consistant à renégocier ces covenants? Comment ces renégociations doivent être analysées d'un point de vue comptable? Alors, il est vrai que forcément, dans ce contexte de crise de la liquidité, le respect des covenants est un enjeu majeur pour les entreprises. Donc, dans ce cadre, les entreprises en fait, peuvent être amenées à renégocier avec leur banque des modifications de covenant afin d'éviter leur rupture. Elles peuvent également demander ce qu'on appelle donc un covenant holiday, c'est-à-dire l'exemption temporaire du respect de covenant, notamment pour ceux qui qui incluent des indicateurs très sensibles dans le cadre de la crise, comme les l'EBITDA. Donc, toutefois, la banque, dans ce cadre de renégociation, peut exiger en contrepartie le paiement d'une commission. Et le traitement comptable en fait, de cette commission sera différent selon que la modification contractuelle est jugée substantielle ou non. Donc là, on rentre finalement à nouveau dans l'arbre de décision de la renégociation de dette. Donc, en l'absence de tout autre changement de clause, la modification de covenant va être jugée non substantielle si le test de quantitatif est inférieur à 10%. Ce test va bien sûr prendre en compte la commission payée. Et si le profil de risque de la dette est pas ou peu impacté par la modification. Dans ce cas, la commission payée, qui ne peut pas être considérée comme des frais de transaction, impactera directement le compte de résultat. Si par contre la modification est jugée substantielle, c'est-à-dire si le test quantitatif qui inclut la commission ressort à plus de 10%, ou si la modification du covenant a un impact important sur le profil de risque de l'entreprise, alors on est dans un cas d'extinction de dette. La nouvelle dette va donc être comptabilisée à sa juste valeur et le taux d'intérêt effectif de cette nouvelle dette tiendra compte de la commission payée au titre de la renégociation des covenants, car finalement, elle retranscrit l'augmentation du risque de crédit suite au relâchement du covenant. Merci Christelle pour ces précisions. Donc, alors là, on a regardé les aspects comptables en termes effectivement de measurement. Qu'en est-il en termes de classement? Alors, dès lors qu'il y a une rupture de covenant, la dette devra être classée en courant au niveau du bilan, car le remboursement du passif devient exigible immédiatement. Donc en général, dans ce cadre, les entreprises vont négocier avec leur contrepartie des périodes de grâce pendant laquelle le remboursement de la dette ne peut être exigé. Donc, si ces accords ont été obtenus au plus tard à la date de clôture, la dette pourra être maintenue
en non courant dans le bilan. Par contre, si l'accord est obtenu après la clôture, mais avant la date d'arrêté des comptes, cela devra faire l'objet d'une mention en annexe. Merci Christelle pour ces précisions. Cela clôt le thème sur la gestion de la liquidité. Et donc, passons maintenant à notre nouveau thème, qui est le thème du risque de crédit et le thème des dépréciations liées au nouveau modèle de provisionnement. Alors, Émilie, peux-tu nous dire en quoi la crise sanitaire va devoir modifier les provisions sur soit les créances commerciales, soit sur les prêts à plus long terme que les entreprises détiennent à leur bilan? Oui, d'abord, rappelons que IFRS 9 est un modèle de provision qui est basé sur les pertes de crédits attendues, qui intègre des données forward-looking, ce qui va impliquer de tenir compte des dégradations qui sont liées à la conjoncture déjà visibles en date de clôture. IFRS 9 prévoit deux modèles de provisionnement. Un modèle dit simplifié pour les créances commerciales dont le montant de provision correspond aux pertes de crédit attendues à maturité. Et un modèle dit général qui nécessite le classement des encours dans différentes strates de risque de crédit en fonction de la qualité des crédits, de la contrepartie, et un suivi du risque de crédit est nécessaire pour tout au cours de la vie de ces créances, les ventiler selon ces différentes strates. Donc le montant de la provision se limitera aux pertes de crédits attendues à 1 an pour les créances dont la défaillance ne s'est pas détériorée, et aux pertes de crédit attendues à maturité pour celles dont le risque de crédit s'est détérioré. Donc merci Émilie pour ces précisions. Donc les sociétés industrielles et commerciales utilisent pour la dépréciation de leurs créances commerciales le modèle simplifié. Et dans ce modèle simplifié, il est possible de tenir compte de matrices dites de provisionnement. Dans quelle mesure ces matrices de provisionnement vont être impactées par la crise, Émilie? Dans ce contexte, il va falloir avoir quelques actions. En effet, il va falloir revoir les taux de provision qui étaient appliqués précédemment afin de tenir compte du contexte actuel de tension sur la liquidité, ainsi que des mesures gouvernementales qui ont été mises en place pour les entreprises qui en ont bénéficié. Il faudra également distinguer les retards de paiement qui reflètent les simples effets d'une tension sur la liquidité des clients, des retards de paiement qui, ceux-là, sont annonciateurs d'une vraie dégradation de la solvabilité et qui entraîneront des défaillances d'entreprise. Il faudra également adapter la segmentation des portefeuilles de créances, car on vous le montrera sur la slide suivante, certains secteurs géographiques et certaines activités sont plus fortement impactés que d'autres. Donc, on a une petite cartographie après sur la zone euro pour vous, qui ventile par secteur d'activité les incidences. Il faudra également vérifier les dispositions des contrats de garantie ou d'assurance crédit qui ont été souscrits afin de s'assurer que les risques liés à l'épidémie ne sont pas exclus de la garantie. Et évidemment, évaluer la qualité de crédit de ces garants afin de pouvoir en tenir compte dans le montant dans les taux de provisionnement. Enfin, il pourra être nécessaire dans certains cas d'inclure des approches par scénario qui seront probabilisées pondérées en fonction de leur probabilité d'occurrence. Évidemment, par ailleurs, les entreprises devront également communiquer des informations en annexe sur les hypothèses qu'elles ont retenues, les approches qui ont été menées, les éventuelles situations de concentration au regard du risque de crédit, ainsi que les sensibilités des montants de provision aux hypothèses. Merci Émilie pour ces précisions. Du coup, juste sur ce slide, voilà, on vous a donné une cartographie pour la zone euro des secteurs qui sont plus ou moins impactés par cette crise Covid-19. Alors effectivement, ce slide est intéressant puisqu'il donne effectivement par secteur ceux qui sont le plus impactés et ceux qui sont le moins impactés, et donc des approches de provisionnement différentes suivant la cartographie de vos clients. Donc passons maintenant à notre troisième thème et passons aux problématiques liées aux opérations de couverture. Alors Christelle, est-ce que tu peux nous dire en quoi la crise sanitaire peut chahuter les opérations de couverture?
Christelle? Oui, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le mute. Donc, je disais que la couverture de transactions futures est un enjeu important pour les entreprises qui ont très fréquemment une politique de couverture de leur approvisionnement ou de leur chiffre d'affaires qui peuvent être indexés soit sur des matières ou une devise, par exemple. Dans ce cadre, la norme permet d'appliquer la comptabilité de couverture et donc d'enregistrer les variations de valeur des dérivés en capitaux propres sous réserve du respect de certains critères, dont le critère de haute probabilité. Alors, pour rappel, cette notion de haute probabilité doit s'apprécier en fonction des faits et circonstances, et la probabilité d'occurrence des flux doit se rapprocher le plus possible de 100% pour pouvoir montrer donc cette haute probabilité. Alors, il est certain que dans le contexte actuel, il peut être difficile de démontrer ce critère de probabilité des transactions prévues et faisant l'objet d'une couverture. Donc, si l'entreprise estime que la transaction future n'est plus hautement probable, puisqu'il va y avoir par exemple une baisse dans son budget prévu, elle peut être amenée à arrêter la relation de couverture. C'est-à-dire que le dérivé donc, n'est plus comptablement considéré comme un instrument de couverture et deviendra un instrument de trading, c'est-à-dire avec les variations enregistrées en compte de résultat. Donc, une fois que la couverture, la relation de couverture est interrompue, que fait-on de la réserve en OCI? Il y a deux possibilités. Cela va dépendre finalement de la probabilité d'occurrence de la transaction. Donc, si on est sur une probabilité qui est supérieure à 50%, c'est-à-dire qu'on pense que la transaction initialement couverte va quand même se réaliser, on va conserver le montant cumulé en OCI et le reprendre en PNL lorsque le sous-jacent couvert impactera le compte de résultat. Si par contre, on sait que le sous-jacent initialement couvert n'interviendra pas, le montant cumulé en OCI sera immédiatement recyclé en compte de résultat. Donc, malheureusement, on a vu, et c'est la slide que montrait Émilie précédemment, l'impact de la crise est très différent selon les secteurs. Certains secteurs sont très impactés avec une interruption quasi totale de leur activité, comme par exemple le transport aérien ou le secteur automobile. Donc, dans ce cas, des dérivés qui, par exemple, étaient mis en place pour fixer le prix du fuel ou pour fixer un revenu futur en devise, ne seront plus adossés à aucun sous-jacent et devront donc être déqualifiés. Si par contre le secteur, certains secteurs sont préservés, donc la situation sera moins radicale, ou si les niveaux de couverture sont restés assez prudents, c'est-à-dire à hauteur de 60 ou même 80% du budget, cela permet d'avoir quand même une marge de manœuvre avant de devoir arriver à la déqualification. On notera qu'il y a une possibilité de requalifier le dérivé qui a été déqualifié s'il est réadossé à un sous-jacent plus lointain, par exemple qui est prévu sur le second semestre avec une prorogation accompagnée du dérivé. Et dans ce cas-là, on pourra à nouveau appliquer la comptabilité de couverture. Juste à noter que le cours de couverture ne sera plus le cours contractuel du dérivé, mais par contre le cours du jour de requalification. Par contre, si nous sommes dans un cas où le sous-jacent initial est toujours hautement probable, mais uniquement décalé dans le temps, ce qui peut bien sûr arriver, on va proroger également le dérivé associé. Dans ce cas-là, on va maintenir la couverture. Donc ici, il va falloir faire preuve en fait de jugement, vous l'aurez compris, pour distinguer les cas où on est dans un décalage dans le temps du sous-jacent initial et de sa couverture associée,
ou le cas où le dérivé est réaffecté à un nouveau sous-jacent qui arrivera plus tard dans le temps, par exemple sur le revenu donc, du second semestre. Donc pour cela, il faudra bien sûr s'appuyer sur des éléments de gestion comme les reforecasts qui seront effectués par l'entreprise pour identifier dans quel cas on se situe. Merci Christelle pour ces précisions. Alors, passons à un autre thème, celui de la juste valeur. Alors, Émilie, peux-tu nous expliquer quels sont les rappels en termes de détermination de la juste valeur, y compris en période de crise? Oui, il convient de distinguer les instruments dont le prix est coté sur un marché actif ou dont le prix est basé sur des données observables de ceux dont le prix est basé sur des données non observables. Pour ceux dont le prix est coté ou basé sur des données observables, il doit être évalué sur cette base et une forte volatilité des marchés ne permet pas de déroger à cette règle, sauf en cas de manque de profondeur des marchés. Mais il faut retenir qu'il faut utiliser ce cours coté ou ces données observables. Pour les autres instruments dont les données ne sont pas observables, il convient d'intégrer dans les modèles de valorisation le nouveau contexte de marché et la volatilité accrue. Donc, bien évidemment, des informations devront être communiquées en annexe sur les hypothèses qui ont été retenues pour déterminer ces valeurs. Ok, merci, c'est très clair, Émilie. Passons ensuite au contrat d'approvisionnement de matières premières. Alors, Christelle, là encore, peux-tu nous expliquer en quoi ces contrats d'approvisionnement sont impactés par la crise et quels sont les enjeux comptables? Oui, donc en pratique, la plupart des contrats d'approvisionnement mis en place par les entreprises n'entrent pas dans le champ d'application de l'IFRS 9, c'est-à-dire qu'elles sont, ces contrats sont considérés comme des contrats physiques et non pas comme des instruments dérivés, car les matières premières donc achetées sont utilisées et rentrent dans le cycle de production. Dans le contexte de ce contexte de crise, par contre, la baisse de production et des ventes associées peuvent obliger certaines entités qui ont un surplus finalement d'approvisionnement à revendre ce surplus sur le marché ou à activer des clauses du contrat d'approvisionnement pour les modifier ou les interrompre. Dans ce cas, le classement de ces contrats qui étaient alors identifiés comme contrats physiques peut être mis en cause et nécessiter une comptabilisation en tant que dérivé, c'est-à-dire enregistrés en juste valeur au bilan avec leur variation en compte de résultat. Donc l'impact peut être très significatif. Pourquoi cela? Car même en cas de livraison physique, dans la mesure où en fait l'entité revend ses matières premières sur le marché, le contrat sera assimilé à un règlement net au sens d'IFRS 9, donc recevoir uniquement le différentiel de prix lié au contrat et à la variation de prix sur les matières, ce qui engendrera donc la comptabilisation du contrat en tant que dérivé. Donc pour cela, compte tenu du contexte, ça va impliquer aux entreprises d'exercer leur jugement en fonction du volume vendu par rapport au volume total du contrat. Eh bien, merci Christelle pour ces explications. Ceci clôt notre présentation. Donc, merci à Christelle et à Émilie. Et je vois que nous avons quelques questions, dont certaines sont relatives aux points qui ont été abordés. Et donc, effectivement, on va essayer d'y répondre. Alors, je les prends dans l'ordre. Donc, visiblement, il y a une question sur la subvention. Donc, si jamais on a déterminé qu'il y avait une subvention dans l'emprunt garanti par l'État, là,
visiblement, on n'a pas été suffisamment clair sur comment est-ce qu'on traite cette subvention. Donc, Émilie, peux-tu nous rappeler? Donc, on a cet emprunt garanti. On détermine qu'effectivement, il y a une subvention parce que l'entreprise a des preuves évidentes qu'elle aurait pu se refinancer si elle avait dû aller sur le marché à des conditions beaucoup plus élevées. Donc, il y a une subvention. Comment est-ce qu'on mesure cette subvention et comment est-ce que l'on traite cette subvention? Du coup, cette subvention, elle correspond à l'écart entre le taux qui aurait été facturé et dans des conditions normales, alors qu'ils peuvent être observés pour certains grands corporates, et le taux qui a été réellement facturé. Et en fait, cette subvention, elle va s'étaler, elle va s'amortir dans le TIE, elle va aller compenser le TIE puisque c'est de l'instrument, donc elle va être étalée sur la durée de vie de l'emprunt. Ok, donc si on prend un exemple tout simple, hein, donc on a effectivement un emprunt qui est facturé au taux de 1%. L'entreprise pense qu'elle va le rembourser sur une période de 4 ans en in fine, hein, prenons des choses simples. Et effectivement, l'emprunt, si elle avait été sur le marché, lui aurait coûté 2%. Donc il y a donc un différentiel de 1% sur 4 ans. La dette doit être enregistrée à sa juste valeur. Comme son taux est inférieur à des conditions de marché, la juste valeur de cette dette vaut 96, donc il y a un écart de 4. Et cet écart de 4 n'est pas enregistré immédiatement au compte de résultat. Cet écart de 4 est représentatif de la subvention et c'est ça qu'il va falloir étaler dans le compte de résultat. Donc, in fine, la charge financière sera bien calée sur le montant facturé par la banque, c'est-à-dire une charge de 1%. En espérant que ça a répondu à la question et ça a clarifié le traitement en cas de subvention. Alors j'ai une autre question, cette fois-ci elle est pour Christelle. Donc Christelle, en cas de renégociation de dette substantielle, pourquoi les frais de renégociation ne sont pas inclus dans la valeur nette comptable de la nouvelle dette? Alors, on a vu que effectivement, en cas de renégociation substantielle, on est dans le cadre d'une extinction de dette. Et à ce titre, on rentre dans un cas classique hein, d'extinction de dette et donc de sortie de l'ancienne dette et de mise en place de la nouvelle dette. La nouvelle dette sera enregistrée à sa juste valeur avec les frais potentiels directement inhérents à la mise en place de cette dette. Par contre, les frais de renégociation, eux, ne sont pas pris en compte et du coup sont intégrés directement dans la perte généralement qui est enregistrée directement en compte de résultat lors de la constatation de l'extinction de la dette initiale. Ok. Donc, il y a éventuellement, le cas échéant, une petite part de frais qu'on pourrait inclure dans le taux d'intérêt effectif. Ce sont les frais qui seront considérés comme étant uniquement liés à la nouvelle dette. Et donc, en général, ce sont les frais qui sont relatifs aux frais juridiques d'avocat. Ceux-là, effectivement, peuvent être considérés comme étant uniquement imputables à la nouvelle. Mais généralement, tous les autres frais, et notamment les frais payés aux banquiers, sont relatifs à l'extinction et eux doivent passer en charge. Donc, merci Christelle. Alors, si la violation des covenants entraîne uniquement un ajustement de la marge de crédit. Christelle, est-ce que tu peux nous expliquer comment, donc prenons un exemple simple, hein, on avait un emprunt qui était Euribor plus une marge de 1%,
Et suite à la rupture des covenants, l'entreprise effectivement renégocie avec sa banque et dit, ben, écoutez, la banque dit, ben, nous, on accepte de faire sauter les covenants pendant une période, par exemple, de 4 ans, mais pendant cette période de 4 ans, le spread, qui était auparavant de 1%, il passe à 2%. Comment est-ce que ça se traite, Christelle? Donc ici, on rentre également en fait dans le cas d'analyse de la renégociation de dette, c'est-à-dire qu'il y a modification des flux futurs de la dette. On va devoir donc analyser, savoir si on rentre dans le cas d'une extinction de dette, c'est-à-dire si les modifications liées aux flux futurs de la dette sont substantielles, ou si on peut continuer de présenter la dette initiale au bilan. Donc pour cela, on va devoir réaliser un test quantitatif qui est le test des 10%, qui compare les flux futurs de la nouvelle dette au TE d'origine par rapport au flux de la dette initiale. Donc, si ce test des 10% est dépassé, on est dans le cadre d'une extinction de dette. Si, par contre, le test des 10% n'est pas dépassé, on maintient la dette au bilan. Par contre, on rentre dans le cadre de la catch-up méthode, c'est-à-dire que l'écart entre les flux futurs actualisés au TIE d'origine sera, par rapport à la valeur comptable de la dette, sera enregistré directement en compte de résultat. Oui, donc Oui. Effectivement, c'est très clair. Hein, si vous avez considéré que cette modification n'est pas substantielle, donc si le risque n'a pas modifié de manière très significative, à ce moment-là, il y a un catch-up, ce qui peut avoir effectivement un effet assez violent sur le compte de résultat le jour où la dette est renégociée, puisqu'on va actualiser toute l'augmentation des marges. Et donc, cela peut avoir un impact assez important. Alors, on a une autre question. Ça, je vais la prendre. Donc, la question, c'est, supposons qu'on a une rupture de covenant. On a présenté dans les slides quelle était l'incidence de cette rupture de covenant sur le classement de la dette. Et donc, on nous pose la question de savoir qu'en est-il en termes de measurement. Et donc là, attention, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes principes. En matière de classification, on classe la dette en courant parce que effectivement, cette dette, l'entreprise ne dispose pas du droit inconditionnel à éviter le remboursement dans les 12 mois à venir. Donc c'est pour ça qu'elle est classée en courante. Généralement, le non-respect d'un covenant, il a pour but de donner la faculté à la banque. Donc la banque a la faculté d'exiger, mais elle n'est pas obligée d'exiger le remboursement, elle a la faculté d'exiger. Et donc en termes de measurement, la question à se poser, c'est de savoir, l'entreprise va devoir faire une meilleure estimation, et donc là on n'est pas du tout, est-ce que l'entreprise peut éviter ou pas, c'est quelle est la meilleure estimation de l'entreprise. Si l'entreprise estime que la banque va exiger le remboursement, à ce moment-là, cette dette doit être évaluée sur la base du montant remboursé. S'il y a donc un écart entre la valeur comptable et cette valeur de remboursement, cet écart doit être passé en résultat à la clôture pour que, effectivement, la valeur comptable corresponde à la valeur de remboursement à la clôture. Si en revanche, l'entreprise estime que quand bien même le banquier a la faculté d'exiger le remboursement, mais compte tenu des discussions qui sont en cours, il ne va pas le faire, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, la valeur comptable n'est pas impactée par la violation de ce covenant.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en matière? Une question sur la comptabilité de couverture. Donc, concernant la comptabilité de couverture, est-ce que des couvertures contingentes peuvent être une solution à la problématique du caractère hautement probable? Ça, c'est une question pour Christelle. Alors, le fait que les couvertures soient contingentes, j'ai envie de dire, pose la question de la comptabilité de couverture en amont de la disparition ou de la diminution du sous-jacent, c'est-à-dire que ce caractère de contingence peut ne pas permettre la comptabilisation en tant qu'instrument de couverture dès le départ de l'instrument de couverture. Donc, il faut le sujet en fait de la comptabilité de couverture se posera dès la mise en place de ce dérivé. Et si la conclusion est de dire que l'instrument contingent peut être qualifié de couverture, dans ce cas, effectivement, cela veut dire qu'au moment de l'activation de cette contingence ou de la réalisation de cette contingence, la comptabilité de couverture perdurera. Mais la question se pose vraiment en amont dès la mise en place de l'instrument de couverture. Oui. Eh bien, merci Christelle pour cette précision. Olivier, tu es toujours avec nous? Très bien, d'accord, d'accord. Oui, alors, donc, ça clôt. Merci beaucoup, Christelle, Cyril et Émilie, pour cette présentation. Je pense que cette session de Q&A clôt ce WebEx. J'espère qu'il aura été utile. Je vous rappelle que notre prochaine WebEx sur les sujets autres qu'instruments financiers et Impermonte se tiendra mardi. Je vous rappelle également qu'un certain nombre de publications sont attendues dans les jours à venir. Alors, ce ne sont pas des publications qu'il y a eu ici, donc je ne peux pas m'engager sur le calendrier, mais je m'attends à ce que ça soit sont attendues avant l'Ascension. Hein, donc, voilà, on s'attend à ce que ça soit publié d'ici à mercredi. Certains des sujets qui ont été abordés aujourd'hui le seront également dans peut-être une des publications attendues. Donc, vous pourrez retrouver certains de ces thèmes. Voilà, donc je peux vous encourager également à les regarder. Et par ailleurs, en termes de publication PwC, on a mis en continu, en fonction des questions qui arrivent, des séries de Q&A dont les références ont été présentées dans un slide précédent que vous pourrez retrouver sur notre site PwC. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'y avoir participé. Je remercie à toute l'équipe qui a contribué à la mise en œuvre de ce WebEx. Et nous vous souhaitons à tous une excellente journée.